Stéphane Barthélemy, bonjour. Vous êtes gérant de portefeuille senior chez State Street. Alors State Street, c'est le grand spécialiste de la gestion quantitative. Qu'est-ce que c'est que la gestion quantitative? En quoi elle se différencie d'une gestion classique? En quoi elle se différencie d'une gestion indicielle? Alors, une question intéressante. La gestion indicielle, on va commencer par la définir, c'est la plus simple. La gestion indicielle ne vise ni plus ni moins qu'à répliquer tous les titres qui sont dans un indice afin d'avoir une performance de portefeuille strictement en ligne avec l'indice. Ensuite, vous avez, à l'opposé de la gestion indicielle, la gestion active. Et dans la gestion active, vous avez deux grandes familles. Vous avez d'abord la gestion fondamentale, avec des gérants qui vont rencontrer des entreprises, décortiquer leurs comptes de résultats, leur bilan, afin de se faire une idée de ce qu'est l'attrait de l'entreprise. Et puis vous allez avoir la gestion quantitative qui va, au lieu de rencontrer ces entreprises et de le faire sur un nombre limité d'entreprises, la gestion quantitative va capturer l'ensemble des informations numériques disponibles sur le marché, le niveau de valorisation des entreprises, leurs estimations de résultats, etc., afin de les traiter et de donner à ces entreprises ou à des pays ou à des secteurs une note, cela pour faciliter la construction de portefeuille. Donc c'est une capture et un traitement industriel de l'ensemble des informations financières sur les entreprises. Donc chez nous, c'est ce que nous faisons pour l'essentiel. À ceci près que sur les marchés émergents, vous avez énormément d'informations numériques facilement capturables par un modèle qui va nous dire si la Chine est intéressante par rapport à la Corée ou non. En revanche, le modèle peut passer à côté d'un certain nombre d'informations cruciales, typiquement le risque géopolitique, qui est une information qualitative qu'un modèle mathématique ne peut pas comprendre. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient avec notre cerveau pour essayer de comprendre ce que le modèle a pu manquer. Donc typiquement, la Corée est très intéressante, mais le risque géopolitique avec la Corée du Nord échappe complètement au modèle. Il faut qu'on fasse attention. Alors comme vous venez de l'évoquer, vous êtes un spécialiste des marchés émergents. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller sur ces marchés? Est-ce que c'est plus dangereux que d'aller par exemple sur les États-Unis, l'Europe ou le Japon? Est-ce qu'il y a une décorrélation de ces marchés émergents avec les autres bourses mondiales? Est-ce qu'on peut encore parler de théorie de découplage? Alors je vais répondre dans un ordre différent à l'ensemble de vos questions. D'abord en termes de croissance économique, on pensait qu'il pourrait y avoir découplage. En réalité, il n'y a pas réellement de découplage. Quand la croissance économique mondiale chute, quand la croissance des pays développés chute, celle des marchés émergents va naturellement chuter. Donc on voit une sorte de corrélation. Ce qui est important de constater, c'est ça qui est capital en fait, c'est que les marchés émergents vont avoir davantage de croissance parce qu'ils ont énormément de choses à réaliser, alors que cela a déjà été fait dans les pays développés. Typiquement, les États-Unis et l'Europe ont fait leur révolution industrielle il y a ça un siècle et demi, 2 siècles. La Chine est en train de le faire, l'Inde n'a pas encore commencé à le faire. Dans l'ensemble des pays émergents, vous avez un énorme thème d'infrastructure, parce que l'infrastructure est sous-développée. Donc que la croissance monte ou baisse, de toute façon, elle sera dans l'absolu supérieure dans les pays émergents. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez plus de croissance économique dans les pays émergents que les marchés actions vont mieux faire. En réalité, on a constaté que c'est lorsque la croissance s'accélérait d'une année sur l'autre, par exemple, que les marchés actions surperformaient. C'est notamment ce que l'on regarde lorsqu'on décide d'investir dans un pays émergent. On préfère un pays émergent qui va passer d'un taux de croissance négatif de -1 à 5, donc un différentiel de 6, plutôt que d'investir dans un pays dont la croissance va passer de 9 à 10. Une fois que la croissance est très élevée et qu'elle ne bouge plus vraiment, globalement, le marché action sous-performe le reste de la cote. Alors justement, sur quel pays faut-il investir aujourd'hui et quelles sont vos thématiques favorites? Alors, vous aurez toujours dans les pays émergents deux thèmes, un thème cyclique et un thème séculaire. Le thème séculaire, lui, ne bougera pas d'ici très longtemps. Ce thème séculaire, c'est les infrastructures, comme je vous le disais, mais c'est aussi une population jeune, de mieux en mieux formée, bon marché, sous-bancarisé, donc un énorme potentiel de croissance. Ces choses-là ne changeront pas d'ici une cinquantaine d'années, je pense. C'est bien d'avoir ces thèmes en tête. Maintenant, il faut toujours savoir s'il est bon de les jouer à l'heure actuelle. Raison pour laquelle on regarde aussi les niveaux de valorisation. Est-ce que les valeurs de consommation dans les pays émergents sont chères ou non? Si jamais elles sont chères, on va essayer de faire autre chose avec. À l'heure actuelle, on est
sous-pondéré sur l'Asie, notamment parce que ce potentiel de croissance supplémentaire a disparu et que l'inflation est en train de repartir. Par ailleurs, les niveaux de valorisation sont relativement élevés, c'est notamment le cas de Taïwan, de la Chine et de l'Inde. On préfère plutôt être surpondéré sur l'Europe, qui a été, à mon sens, exagérément punie par la crise mondiale, même si dans certains pays, des erreurs spécifiques avaient été commises. Globalement, les pays émergents ont fait les frais d'une crise qui n'était pas la leur. Si bien qu'aujourd'hui, on voit les marchés émergents, et en particulier ceux d'Europe, nettement sous-valorisés. On a en plus de ça un bon potentiel de croissance supplémentaire. L'inflation reste globalement bien maîtrisée. En anticipé, à part l'Égypte, vous n'avez pas une inflation au-dessus de 10 dans les pays émergents. Et en plus de ça, vous avez des perspectives de croissance du résultat des entreprises qui sont relativement bonnes. Donc sous-pondéré Asie, surpondéré Europe, on est légèrement sous-pondéré sur l'Amérique latine. Stéphane Barthélémy, merci. Je vous en prie.